Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire, l'invité de Smart Impact, c'est Thibaut Julia, avocat spécialiste en droit environnemental. Il nous expliquera ce que les nouvelles signalétiques Infotri changent pour les marques de textiles, de linge de maison et de chaussures à partir du 1er février prochain. Notre débat, il porte sur les résultats du concours Innover à la campagne qui valorise les créations d'entreprises en milieu rural. On sera avec l'un des lauréats et avec Patricia L'Excellent, déléguée générale d'Initiative France et membre du jury cette année. Et puis pour Smart Ideas, en partenariat avec l'association HUP qui fait la promotion des entrepreneurs en situation de handicap, je vous présenterai le restaurant 1001 Signes et son fondateur Sid Noir. Voilà pour les titres, 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Thibaut Julia, bienvenue. Vous êtes donc avocat au sein du cabinet LPA-CGR, spécialiste du droit environnemental auprès des industries et de l'immobilier. On va parler évidemment de ces nouvelles signalétiques de tri dont je parlais dans les titres. Je commence par une question un peu plus générale. Face à cette urgence écologique, la France, l'Europe imposent de nouvelles règles, de nouvelles réglementations. Est-ce que c'est parfois un casse-tête pour les entreprises de s'y soumettre, de les respecter? Oui, tout à fait. C'est un casse-tête à plusieurs titres et ça dépend vraiment à quel niveau de la chaîne économique on se place. Ouais. Vous avez d'abord les producteurs. Alors, selon que vous produisez en France ou non, bien sûr, vous n'avez pas les mêmes obligations. Et si vous avez des disparités ou des différences entre chaque pays dans les règles, et c'est le cas pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, vous pouvez avoir un vrai casse-tête de comment je signalise mes produits, comment j'alerte mon consommateur, comment je suis compliant avec la réglementation. Ouais. Et c'est d'autant plus difficile, ça me semble une évidence, quand une entreprise est petite, elle n'a pas forcément les moyens de s'adapter à ces nouvelles réglementations. Bien sûr, et je pense qu'il y a un rôle de pédagogie des syndicats professionnels, des chambres de commerce, qui est essentiel pour ces petits acteurs qui sont pas forcément armés pour se préparer à ces évolutions réglementaires et à faire la veille même réglementaire de tout ce qui peut les concerner et les déborder un petit peu dans leur business au quotidien. Oui, alors on va prendre ce cas d'école qui est intéressant, celui du secteur du textile, linge de maison, les chaussures. Qu'est-ce qui change à partir du 1er février prochain? Alors, j'ai pas la date exacte parce que chaque filière a des dates de mise en application qui sont un peu différentes. D'accord. Je pourrais regarder mes anti-sèches pour la date précise pour le textile, mais en fait, vous avez une réglementation donc, qui s'appelle Triman, c'est une signalétique, c'est un logo qui doit être apposé sur les produits ou sur leurs emballages. Les produits qui sont soumis à des filières REP, responsabilité élargie des producteurs. C'est le cas des textiles depuis la loi AGEC de 2020. Cette signalétique Infotri doit être accompagnée elle-même de ce qu'on appelle l'Infotri. C'est un cartouche à côté qui va vous indiquer quelles sont les règles de tri de mon produit. C'est une sorte de marche à suivre pour le consommateur. Absolument. C'est le produit que j'ai dans les mains, comment je le jette, comment je le trie, quelles sont les parties recyclables, quelles sont les parties qui ne le sont pas, et qu'est-ce que j'en fais. Et c'est vraiment tout l'intérêt et tout l'objectif de cette réglementation Triman Infotri, c'est d'informer le consommateur et lui permettre de s'y retrouver quand il est devant son bac à ordures et de savoir qu'est-ce qu'il fait de son produit, qu'est-ce qu'il fait de ses emballages. Qu'est-ce qui change profondément? Parce que la filière, si on reste sur les vêtements, les textiles, la filière de recyclage des vêtements, elle existe depuis assez longtemps. Qu'en attend le secteur, en quelque sorte, d'une signalétique comme ça? Alors, c'est une contrainte supplémentaire, c'est une information, si on est positif, supplémentaire pour le consommateur, les consommateurs que nous sommes. Mais ça peut quoi? Ça peut booster une filière qui en a besoin en matière de recyclage? Oui, bien sûr, ça peut tout simplement donner, inciter, en fait, c'est peut-être un caractère incitatif, c'est pas obligatoire pour le consommateur évidemment, mais c'est incitatif, on essaie d'éduquer les consommateurs petit à petit à avoir le réflexe de recycler ce qui est recyclable. Sur la filière textile, il y a aussi beaucoup de seconde main, de
on va donner les vêtements. Bon, ça existe depuis toujours, vous allez me dire, mais voilà, ce sont des initiatives législatives et réglementaires qui permettent d'essayer de donner de l'élan et de développer ces sujets-là dans une logique d'économie circulaire et de développer vraiment cette économie circulaire. Oui, et on structure de plus en plus ces filières. Vous avez parlé de cette responsabilité élargie du producteur. Vous nous rappelez le principe, en quoi ça consiste ? Alors, le principe, qui est un petit peu complexe, je vais essayer de le simplifier. Oui. La responsabilité élargie des producteurs, vous êtes un producteur d'un certain type de produit qui est visé par une filière dite filière REP, responsabilité élargie des producteurs. Il y en a aujourd'hui une vingtaine sur des domaines aussi variés que les emballages, les véhicules à moteur, les équipements électroniques, etc. Les matériaux de construction. Et là, le textile. Et les textiles et les chaussures, bien sûr. Et les équipements de sport. Enfin, voilà, je vous disais, il y en a une vingtaine. Vous avez ce qu'on appelle un éco-organisme, qui est donc une entreprise qui va regrouper les producteurs et qui va être financé par les producteurs pour organiser la collecte, c'est ça, et le recyclage. Exactement. Et qui va centraliser vraiment la récupération, le tri, le recyclage de ces produits-là, puisque chaque producteur, évidemment, a du mal à récupérer ses propres produits. C'est possible pour les très grandes entreprises, peuvent se passer de ces éco-organismes et avoir leur propre système, mais pour la plupart, c'est quand même pratique d'avoir un système centralisé. Un chiffre, la source c'est Citeo, qui est l'un de ces éco-organismes dont on parle. Globalement, sur le recyclage en France, 72% des déchets ménagers recyclés en 2021. Il y a encore 4 Français sur 5 qui ont un doute sur le choix de la bonne poubelle pour faire leur tri. Comment on peut encore améliorer, harmoniser le système de tri en France ? Clairement, je pense que cette initiative Infotri Triman est une bonne initiative pour ça. On le constate tous, je pense qu'on s'est tous retrouvés un peu interrogés devant notre poubelle. Est-ce que je mets dans la jaune ou dans la verte ? Et ça, clairement, c'est une très bonne initiative pour pallier ce problème-là et faire en sorte que les consommateurs puissent facilement savoir où jeter leurs déchets. Oui, et si le produit qu'on a entre les mains, puisque ce sera étiqueté sur le produit, est effectivement recyclable ou pas. Je reste sur le textile et son recyclage. Il y a quand même des questions sur les vêtements les plus usagés, les plus abîmés qui partent dans certains pays d'Afrique. On a vu notamment au Ghana et qui finissent à la décharge et qui polluent ces pays. Moi, dans mon esprit, ça c'est vraiment le symbole de la dérive de la fast fashion. Est-ce que un système comme celui-là, il continue de participer de la surconsommation de textiles qu'on essaye quand même de réduire ? Alors, il ne l'empêchera pas. Et clairement, il n'est pas conçu pour ça. C'est un système qui a des vertus pédagogiques, qui est là pour informer les gens, qui est là pour leur expliquer ce qui est recyclable, ce qui ne l'est pas. Ça ne les force pas à recycler et ça ne force pas non plus les acteurs économiques à recycler. Comment on peut évaluer l'efficacité de cette nouvelle signalétique ? Parce qu'on a le recul sur d'autres secteurs qui l'ont mis en place depuis longtemps. Vous l'avez dit, il y a une vingtaine de secteurs qui sont concernés par cette responsabilité élargie du producteur. Le Triman, je crois que ça existe depuis 2015. Le Triman existe depuis 2015. Il n'était pas obligatoire. Le Triman en soi, c'est juste une signalétique qui vous indique qu'il y a une partie de votre produit qui est recyclable. L'infotri donne beaucoup plus d'informations sur... Donc c'est un cran supplémentaire, en quelque sorte. C'est un cran supplémentaire et surtout, ça devient obligatoire. Ce qui n'était pas jusqu'à présent. Et donc, à partir de cette fin d'année, progressivement, selon les types de produits, je vous disais 20 filières, il y a 20 dates différentes. D'accord. Mais progressivement, jusqu'à mi-2023, cette signalétique va devenir obligatoire sur les produits et les emballages par secteur. Et donc on peut espérer que ça boostera avec les chiffres. Évidemment, et que ces 72% dont on parlait tout à l'heure vont devenir 80 ou 90%. Merci beaucoup, merci Thibaut Julia, et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat, les innovations en mode rural.
Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le concours Innover à la campagne au menu du débat de Smart Impact avec Patricia L'Excellent. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes déléguée générale d'Initiative France et membre du jury de ce concours Innover à la campagne. Et puis avec nous en duplex, j'accueille Quentin Giraud qui est le cofondateur d'Hugo, l'un des lauréats de ce prix Innover à la campagne. Ce concours, il a été créé par Milan Presse, par Better Life Factory et le réseau Initiative France qui en est partenaire depuis 3 ans. Peut-être il faut présenter ce réseau. 210 associations, quelque chose comme ça, un peu partout dans le pays. C'est quoi vos missions ? Alors notre mission, c'est d'accompagner la création d'entreprises en fait. Et l'idée, c'est de permettre à chacun, quel que soit son parcours, de pouvoir se lancer dans un projet entrepreneurial. Effectivement, Initiative France est un réseau qui est très ancré dans les territoires. 206 associations, 1000 salariés et surtout 22 000 bénévoles qui œuvrent à nos côtés pour faire vraiment l'accompagnement et le financement au démarrage de l'entreprise. Oui, le financement, c'est très important. Vous venez en soutien ou en complémentarité des banques, on peut dire ça nous, comme ça. Nous, en fait, on va être les premiers, en général, à examiner le business plan et à décider d'un financement. Alors nous, c'est par le biais du prêt d'honneur, qui est un prêt à taux zéro, et qui va permettre de faire effet de levier avec les financements bancaires. Et l'ensemble, accompagnement et financement, est gratuit. Donc il ne faut pas hésiter. Quand on se lance, c'est important d'être accompagné pour assurer la pérennité de l'entreprise. Et sur les je crois, 180 entreprises qui se sont portées candidates à ce concours Innover à la campagne, on avait un bon tiers qui était membre du réseau Initiative France. Quentin Giraud, vous êtes soutenu, vous, par le réseau Initiative Loire, puisque vous êtes à Cherrier, c'est ça, près de Roanne. Vous faites donc partie des lauréats. Peut-être, pour commencer, présentez-nous votre entreprise, votre start-up qui s'appelle donc Hugo. C'est quoi Hugo ? Bonjour, alors tout à fait. Hugo, c'est un assistant virtuel qui permet au commerce de proximité d'avoir un site internet en moins de 10 minutes généré par une intelligence artificielle. Un site qui soit vitrine ou e-commerce, puisqu'aujourd'hui, le plus grand défi des commerçants, c'est de profiter de l'opportunité que leur apporte Internet pour augmenter leur chiffre d'affaires, fidéliser leur clientèle, etc. Évidemment, Hugo, c'est vraiment la boîte outils pour les commerçants de proximité. Oui, évidemment, l'épidémie de Covid, les confinements ont changé la donne en la matière. La numérisation des commerces de proximité, c'est devenu une évidence. Est-ce que ça a été parfois une urgence pour celles et ceux qui étaient équipés ou réticents ? Alors pour certains, oui, ça a été une urgence. Pour d'autres, non, puisqu'il y a quand même des outils qui existaient jusqu'à présent. Nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment un outil qui est simple et qui peut s'adapter à n'importe quel corps de métier, que ce soit de la coiffure, de la beauté, du restaurant. Et donc, c'est sous cette forme-là qu'intervient Hugo, soit dans l'urgence, soit des fois pas du tout dans l'urgence, pour mettre au point le meilleur outil pour les commerçants. Le fait d'être installé dans un village, Cherrier, c'est un choix ? Tout à fait, complètement. Alors, avec ma compagne Amandine, on a fondé Hugo en 2021. Nous, avant, on habitait à Montpellier et en 2019, juste avant le Covid, on décide de déménager dans un petit village de la Loire à Cherrier, donc 500 habitants. Et puis, pendant le Covid, on a vécu évidemment un Covid qui ne ressemble pas au Covid des gens, de mes anciens collègues de Montpellier. Et on a vécu un accueil formidable, que ce soit par les collectivités locales ou même Initiative Loire, qui nous a confortés dans le choix de vouloir créer une start-up en milieu rural. Et donc aussi de pouvoir montrer que monter une start-up en milieu rural, c'est possible, notamment parce que le département de la Loire est le premier département fibré de France. Ça, c'est une bonne info. Patricia L'Excellent, je reviens à ce concours Innover à la campagne. Peut-être le constat de départ. De quel constat il est né, ce concours ? Eh bien, en fait, l'idée, c'est de montrer que l'innovation, aujourd'hui, l'innovation entrepreneuriale, elle n'est pas exclusivement du tout dans les métropoles, mais bien que tous les territoires ruraux sont aussi de formidables terreaux d'innovation. Et donc, ce prix, il a été lancé pour justement mettre en lumière
toutes ces innovations entrepreneuriales et permettre à d'autres créateurs peut-être de s'inspirer et finalement d'entreprendre là où ils ont envie de vivre. C'est vraiment l'objectif de ce prix, c'est de mettre en lumière tout ça. Est-ce qu'il y a alors on voit bien tous les avantages en termes de qualité de vie. Est-ce qu'il y a des freins à la création d'entreprises en milieu rural? Et si oui, comment les lever? Alors, nous, ce qu'on constate sur les 19 000 entreprises accompagnées chaque année par le réseau Initiative France, c'est 3 900 en zone de revitalisation rurale. Donc, on voit bien que c'est quelque chose qui se développe. Je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ont une vraie envie d'indépendance, de sens. Et donc, du coup, les zones rurales, elles permettent d'allier ça, en fait, une envie personnelle et une envie entrepreneuriale. Alors, c'est sûr que après, il faut réunir différentes conditions, peut-être pour l'installation d'une famille, attirer de nouvelles compétences. Mais on voit bien que les prix que l'on a remis cette année pour cette 4e édition ont montré que c'était tout à fait possible et dans plein de secteurs d'activité. Oui, alors justement, ces prix, il y a une ligne directrice. Puisque vous étiez membre du jury? Alors, on va essayer de mettre en avant finalement différents types d'activités. Oui. Alors, le Grand Prix cette année, Inverse, qui lui s'est très tourné sur essayer de résoudre l'enjeu de la protéine pour l'alimentation animale. Okay. Aujourd'hui, elle est importée à 70%, fabriquée dans des conditions qui ne sont pas tout à fait favorables pour la planète. Et donc là, l'idée, c'est de montrer, à partir de vers de farine, installés chez des agriculteurs, qu'il est possible d'avoir un circuit court pour fabriquer de la protéine animale, pour nourrir les agriculteurs, enfin les exploitations en élevage. Donc les agriculteurs qui produisent les protéines qui vont servir à nourrir leur bétail, ok. Si on prend l'exemple aussi du prix que l'on a remis, nous, Engagement et Territoire d'Initiative France, on a voulu mettre en avant la société Rebond, qui va utiliser des pains artisanaux invendus qui sont jetés chaque année et qui vont retourner pareil dans un circuit court, refabrication, soit pour des petits gâteaux apéro, soit une nouvelle farine. Et donc, c'est de mettre en avant aussi tous ces circuits courts qui sont possibles aussi dans les différentes implantations que l'on rencontre. Et puis alors, une activité, ça a été le prix coup de cœur du jury. Oui. On se dit, tiens, c'est un peu improbable que ça arrive au fin fond des Côtes d'Armor. C'est une entreprise qui va récupérer du mobilier d'exposition ou de musée pour recréer de nouveaux mobiliers d'exposition. Donc tout ça, voilà. Donc en fait, c'est très étonnant. Et évidemment, on va chercher aussi à mettre en avant toute cette notion de responsabilité entrepreneuriale dans le cadre des démarches. Quentin Giraud, je reviens vers vous. Vous nous l'avez dit, vous avez fondé Hugo avec votre compagne, avec Amandine Montet. Est-ce que vous avez souffert d'un certain nombre de freins ou de difficultés? Ou alors, est-ce qu'au contraire, vous avez parlé de l'accueil, il y a eu beaucoup d'éléments pour faciliter votre installation, votre création d'entreprise en milieu rural? Alors oui, complètement. Les collectivités locales, elles nous ont vraiment aidés pour nous installer. Par exemple, rien que pour trouver le local, grâce à la proximité qu'on avait avec monsieur le maire de Cherrier, nous a permis d'avoir un local en moins de 48 heures à un prix dérisoire de 200 € par mois pour 60 mètres carrés. Donc les proximités que nous offre aussi le milieu rural avec les collectivités permet d'accélérer le développement de l'entreprise. Et après, en termes de recrutement, on n'a pas eu de difficulté jusqu'à présent de faire venir les gens. Alors, les trouver sur place, c'était un peu plus compliqué pour les compétences que nous cherchons, mais nous allons les chercher à l'extérieur. Par exemple, notre développeur vient de Dijon et il est venu s'installer à Cherrier. Notre commercial vient de Clermont-Ferrand et il est venu s'installer, alors lui pas à Cherrier, mais à côté à Roanne. Oui, donc il y a aussi évidemment un enjeu de dynamisation de ces territoires en créant des entreprises. Le fait d'être lauréat de ce prix, alors j'imagine, d'abord il y a la satisfaction, ça valide d'une certaine façon votre démarche. Qu'est-ce que ça suscite chez vous comme réaction? Nous, on est très heureux que ça mette en lumière déjà le travail qu'on a fait jusqu'à présent. Parce qu'aujourd'hui, ça a été un sacré boulot, Hugo, depuis 2021. Ça permet également aussi d'apporter une satisfaction auprès des collectivités qui nous accompagnent, et notamment par exemple la CCI qui vient de rentrer dans notre capitale très récemment, de leur montrer que voilà, l'innovation en milieu rural, c'est possible, c'est récompensé et ça peut être mis en lumière au niveau du national. Oui. Et vous vous imaginez grandir en restant à Cherrier? Alors, on s'imagine tout à fait grandir en restant à Cherrier, c'est notre objectif.
Et puis, il faut le savoir, Hugo, c'est aussi une entreprise à mission et nous avons donc aujourd'hui dans nos statuts mis 2 raisons d'être. Et donc, nos statuts nous bloquent aujourd'hui pour qu'Hugo ouvre toujours des antennes en zone de revitalisation rurale. C'est marqué dans nos statuts. Et la deuxième composante de notre raison d'être, c'est aussi de proposer des solutions éco-conçues, puisqu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais le Internet représente autant d'émissions de CO2 que le secteur de l'aéronautique. Oui, effectivement, on a souvent parlé d'un numérique responsable dans cette émission. Patricia L'Excellent, le réseau Initiative France accompagne, je crois, chaque année près de 5000 créations ou reprises d'entreprises. Et je voudrais terminer là-dessus, sur cet enjeu important de la transmission. Alors, c'est effectivement un enjeu très important, la reprise d'entreprise, et notamment sur les territoires ruraux. Parce qu'on voit bien qu'il y a un enjeu de garder le lien social. Et donc, quand on va parler d'activité commerciale, de hôtels, cafés, restaurants. Donc en fait, c'est de garder tout cet écosystème qui va permettre de redynamiser ou de garder le dynamisme économique, l'ancrage des emplois sur les territoires pour les personnes qui ont envie d'y vivre. Et donc, il faut aussi accompagner les repreneurs, c'est ce que vous faites. Tout à fait, et on fait plus de 5000 reprises d'entreprises par an. Là encore, l'idée, c'est de ne pas rester seul au moment où on a envie de reprendre et de se dire, voilà, il faut bien estimer l'entreprise, il faut bien dimensionner son plan de financement et relancer. Et les reprises d'entreprise, c'est aussi l'occasion de donner sa patte, finalement, lors d'une reprise et de l'engager sur un schéma peut-être plus durable, plus responsable. Et en tout cas, c'est une vraie aventure que l'on souhaite accompagner également. Merci beaucoup, merci à tous les deux. À bientôt sur Bismart. On passe tout de suite à Smart Ideas, ou quand la langue des signes rime avec bonne cuisine. Smart Ideas en partenariat avec HUP Entrepreneurs, l'association qui accompagne les entrepreneurs en situation de handicap. La bonne idée du jour, elle est signée Sid Nouar. Bonjour Sid Nouar, bienvenue. Vous êtes accompagné de Vanessa Gori-Artaud, qui est traductrice en langue des signes. Alors vous faites partie, des lauréats des trophées HUP pour votre restaurant 1001 signes. La question, elle est traditionnelle dans cette séquence. Quand et pourquoi vous l'avez créé ? Alors c'est vrai que 1001 signes a ouvert le 1er décembre 2011. Et en fait, j'ai créé ce restaurant, je vais essayer d'être succinct en fait. C'est vrai que moi, j'ai grandi avec la passion de la cuisine. Et voilà, chez nous, on a adoré recevoir en fait. J'adorais préparer et apporter à manger. C'est en fait un lien avec la culture. Et donc mon père qui était patron de restaurant. Et également, en fait, c'est vrai que moi, j'ai été et je suis toujours très militant pour valoriser la langue des signes, donc pour que les sourds et les entendants aient les mêmes droits, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer ce restaurant, 1001 signes. C'est une forme de militantisme, en fait, qui mêle ma passion aussi de la cuisine et du militantisme. Oui, alors c'est une histoire familiale. Le point de départ, c'est une histoire familiale, mais vous n'avez pas tout de suite choisi la cuisine. Je crois que vous avez été directeur d'école publique dans une école bilingue pour enfants sourds. Est-ce que ce projet de restaurant, c'est aussi pour montrer aux enfants que vous avez croisés, aidés, que c'était possible, que tout ça, c'est possible? Oui, en fait, pour leur donner confiance en eux, en fait. Enfin, donner confiance donc aux enfants et aux adultes sourds aussi, puisque la communauté sourde, en fait, rencontre une forme de discrimination au sein de la société. Et au niveau des droits, en fait, on n'en est pas encore là. Et donc, c'est pour leur permettre d'avoir un espoir, leur donner, en fait, des choses positives pour que les entendants aussi changent le regard sur les personnes sourdes. Est-ce que vous avez vu trop d'élèves de cette école être orientés vers des métiers peu qualifiés alors qu'ils avaient justement le talent pour faire beaucoup d'autres choses? Bien sûr, évidemment. Oh là là, en fait, les sourds peuvent tout faire. Alors, en fait, sauf entendre, évidemment, voilà. Mais bien sûr que les sourds peuvent faire tous les métiers, évidemment. Mais en France, on est assez limité en termes de formation qui sont accessibles dans les écoles. Et en fait, il y a beaucoup de manques, notamment de professeurs qui parlent la langue des signes et d'interprètes, bien sûr. Alors, 1001 signes, c'est un bar à couscous, c'est ça? Le personnel est sourd, malentendant. Est-ce que c'est pour autant un restaurant réservé aux clients malentendants? Ah
Alors, un restaurant pour sourds, non, c'est un restaurant géré par une personne sourde et avec des personnes sourdes. Alors, moi, je préfère dire sourd que malentendant, hein, personnellement. Okay. Mais sinon, les clients, enfin, nous, on est ouvert à toute forme de clientèle et les entendants sont les bienvenus, en fait. À 90%, ma clientèle est entendante, d'ailleurs. Mais moi, effectivement, je préfère employer des personnes sourdes pour les valoriser. Le secteur de la restauration a souffert de la crise Covid. Comment vous en êtes sorti? Comment vous avez passé cette crise? Alors oui, j'ai souffert de la crise en fait, hein, comme tout le monde évidemment, que ce soit sourd ou entendant en fait. Mais moi j'ai réfléchi à une stratégie justement pour éviter de fermer mon restaurant. Heureusement l'État quand même nous a bien aidés, donc j'ai pu en profiter entre guillemets. Et du coup j'ai eu l'idée de créer un bar à couscous puisqu'avant j'étais je proposais une cuisine traditionnelle marocaine en fait avec différents plats. Et c'est vrai que j'ai eu une baisse de chiffre d'affaires de 70% avec la crise Covid. Donc je me suis dit comment changer de stratégie et puis justement remonter la pente en fait. Et j'ai eu l'idée de créer ce bar à couscous justement parce que en fait tout est prêt avant et puis c'est rapide à la préparation et on peut proposer des ventes à emporter. Ok, parce que je me demandais c'est quoi un bar à couscous? Alors c'est assez simple en fait, alors j'ai quand même investi 17 000 €, il faut le savoir, grâce aux aides de l'État. J'ai réinvesti justement, j'ai réorganisé mon restaurant et en fait, vous avez donc la semoule, le riz, les légumes en fait qui sont déjà préparés dans des bacs et la personne choisit ce qu'elle veut et comment elle veut agrémenter son couscous. Et puis les gens peuvent manger sur place évidemment ou prendre à emporter. Et on a en fait des récipients spéciaux pour emporter et on fait aussi des livraisons. Et donc, avant le Covid, en fait, les ventes à emporter, j'en avais très peu. C'était surtout la vente sur place qui marchait vraiment très, très bien. J'avais beaucoup de clients. Et avec l'arrivée du Covid, évidemment, les gens ne pouvaient pas forcément manger sur place à une période. Donc, j'étais obligée de développer la vente à emporter. Et ça a marché. Ça a été parfait, en fait. Et les livraisons également. Et c'est vrai que maintenant, mon chiffre d'affaires a décollé. Justement, concernant les livraisons et les ventes à emporter. Bravo, félicitations. Ce trophée H-Up, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Est-ce que ça vous ouvre d'autres perspectives? Déjà, le 1er décembre, ça fera 11 ans, on fêtera les 11 ans de Mille et un signes. Et oui, moi, c'est grâce justement à cette passion que j'ai pu donc justement maintenir cette entreprise. Alors, j'ai eu une période évidemment où ma motivation a été plutôt descendante, j'ai été assez fatiguée. Et le prix, c'est vrai que ça m'a remotivée en fait. Je suis revenue 11 ans en arrière avec la même motivation, le même entrain. Voilà. Et c'est vrai que j'ai envie maintenant de développer davantage de choses, de rencontrer de nouveaux partenaires et pourquoi pas me développer encore plus. Bravo, merci d'être venu partager le succès de ce bar à couscous Mille et un signes et bravo encore pour ce trophée H-Up. Merci Vanessa Gori-Artaud d'avoir assuré la traduction de ce Smart Ideas. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Merci de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux.